Les duellistes toulinois sont avec moi ce soir. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Clotilde Pouzergue, vous êtes la maire sortante, vous conduisez la liste d'hiver droite 100% Oulin. Jean-Charles Colas, votre liste d'Union de la gauche s'appelle Le temps d'agir pour une ville humaine. Madame, monsieur, j'ai une question pour vous deux. Ni l'un ni l'autre n'avait réadapté, réajusté votre programme après la crise Covid ou même changé fondamentalement les choses. Pourquoi, Madame Pouzergue ? Alors d'abord, nous sommes la même liste, puisque la liste du premier tour est également celle du second tour. On rappelle quand même qu'un projet qu'on présente pour 6 ans, c'est un projet global qui ne rentre pas forcément dans tous les détails. C'est un engagement auprès des habitants et pour autant, on sait bien que tout au long du mandat, il y a des choses à réadapter, à réinventer, à faire autrement parfois. Et c'est pas parce que cette crise n'a pas modifié effectivement le programme tel qu'il est écrit. D'abord, on a fait le choix de ne pas republier non plus un programme pour diverses raisons, que pour autant, nous n'allons pas prendre en compte évidemment cette crise absolument qui a été quand même très, très, très compliquée à gérer notamment. Jean-Charles Colas. Je crois que cette crise a révélé beaucoup de fragilités que les écologistes portaient dans le débat depuis un certain nombre d'années. Et beaucoup de vos confrères, d'ailleurs, ont jugé que le programme des écologistes répondait déjà beaucoup en amont, avant la crise, à tout ce qu'on a vécu pendant cette crise. Donc on ne l'a pas complètement, effectivement, revisité, puisqu'il nous semble être le plus adapté. En revanche, on a travaillé pendant tout le confinement, à l'échelon métropolitain et à l'échelon de la ville d'Oulin, sur les moyens. Parce que je pense que cette crise va changer beaucoup les moyens des collectivités locales. Et donc comment on allait adapter, entre guillemets, le plan de mandat par rapport à ces nouveaux moyens. Alors, on va en venir tout à l'heure sur vos propositions, sur des thèmes peut-être plus clivants, mais je posais la question au débat précédent, dans le débat précédent sur Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, sur l'action économique, il va y avoir une urgence, là, on est bien d'accord les uns les autres, dans les mois qui viennent, sur sans doute le soutien aux entreprises, au commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, une collectivité locale comme une commune, dans un ensemble métropolitain, a des leviers encore pour intervenir, pour soutenir, voire pour relancer l'activité locale ? Alors oui, bien sûr, nous avons déjà pris une première délibération pour aider notamment nos commerçants, notre tissu commercial qui, je rappelle, est le 7e de la pôle commercial de l'agglomération. C'est quoi, 300 cellules commerciales, c'est ça ? 300 cellules sur l'ensemble de la commune, presque 200 sur la Grande Rue. Donc effectivement, nous avons déjà pris une délibération en ce sens, notamment sur des exonérations, parce que c'est vrai que c'est un levier qui est assez facile pour les communes. Et puis l'autre aspect qui concerne plus l'emploi, parce que demain, on sait qu'à partir du mois de septembre, on va sans doute voir malheureusement les conséquences de cette crise, notamment au niveau de l'emploi. On a d'ores et déjà réouvert dès le 11 mai les permanences emploi qui existent depuis très longtemps. On a également reprogrammé les chronos de l'alternance parce que, effectivement, par rapport à nos jeunes alternants qui cherchent d'ores et déjà des entreprises pour les accueillir dans le cadre de leur formation, c'est quelque chose qui va être très compliqué pour eux, on le sait aujourd'hui, et donc on a déjà reprogrammé les chronos de l'alternance début septembre. On ne va pas se mentir, l'essentiel de la relance économique, elle repose sur l'État, la région un petit peu et la métropole qui ont en plus les compétences. Effectivement, les villes peuvent faire des petites choses où l'un a une difficulté, c'est qu'elle a peu de marge de manœuvre, contrairement à d'autres collectivités. En revanche, sur une vision à long terme de prévention des crises, je crois que cette crise a montré, et tout le monde l'a dit d'ailleurs, qu'on a un vrai souci de relocalisation de l'économie, de relocalisation de notre alimentation. Et là, je crois que les collectivités locales ont leur travail à faire pour le long terme. C'est un dossier sur lequel vous êtes assez d'accord, j'imagine, cette question du localisme, la relocalisation ? Oui, bien sûr, c'est un sujet, si on parle de la Solée tout à l'heure, sur lequel il y a un... Quartier de la Solée, restez avec nous, on va en parler tout à l'heure. Voilà. Il y a un dossier qui fâche entre vous, et on va essayer de crever l'abcès, ce sont les finances de la ville. Oulin est classé comme une des villes les plus endettées de France, c'est pas nouveau, ça fait un certain nombre d'années qu'on voit ce classement, et je sais que c'est un axe de votre campagne, Jean-Charles Colas, qui m'a plutôt étonné pour un candidat écologiste. Oui, parce que je pense que pour changer les politiques, il faut des marges de manœuvre. Une ville qui est très endettée, qui a une capacité d'autofinancement faible, n'a pas de marge de manœuvre. Donc il y a un enjeu essentiel à redresser les finances de la ville pour recréer ces marges de manœuvre et effectivement transformer la ville. Oui, alors bon, vous dites pas comment vous allez faire, donc ça m'intéresserait de savoir, compte tenu de votre programme, comment vous allez faire pour désendetter la ville. Je vais pas utiliser la langue de bois. Oui, la ville d'Oulin est endettée, mais si elle est endettée, c'est aussi qu'elle s'est beaucoup équipée.
Quand on investit sur 20, 30, 40 ans, on s'endette, ça c'est clair. Pour moi, l'endettement, c'est pas un vilain mot. Aujourd'hui, depuis 2 ans, nous avons retrouvé une capacité d'autofinancement importante. Sur 2019, 3 millions de capacité brute d'autofinancement. Alors effectivement, nos adversaires vont pas le dire parce que c'est pas forcément ce qu'ils veulent mettre en avant. Si, on peut le dire. Ça a permis de rembourser 1 million d'euros de dette sur 44 millions. 1,5 million sur 2 ans, exactement. C'est-à-dire que depuis 2 ans, nous empruntons moins que ce que nous... Mais il reste 43 millions d'euros de dette quand même. Sur de nombreuses années, peut-être pour vous donner un autre ratio, le budget de la ville d'Oulin, c'est environ 36 millions d'euros. On rembourse 3 millions d'euros par an, 10%. Quand on voit que pour les foyers, le seuil acceptable, c'est 30%, on a encore de la marge. Et en tout cas, ce qui est nous proposé dans notre programme, c'est tout à fait finançable avec un taux d'endettement qui sera raisonnable. Alors, je ne partage pas tout à fait votre analyse. Je pense qu'il manque quand même un certain nombre d'équipements publics à Oulin. Et une des causes majeures de cette dette, c'est quand même les 9 millions d'euros d'indemnités payées par la ville pour sortir des emprunts toxiques. Ça a fortement aggravé la difficulté. Et je crois que c'est vraiment dommage. Ce n'est pas seulement des équipements. Vous avez raison, la dette, c'est une bonne chose si on a des recettes de fonctionnement qui sont en face. Vous parliez de comment on fait. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous dire, mais d'abord, il y a 2 rapports de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, qui expliquent ce qu'il faut faire. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été traduit en actes. Et notamment, il faut diminuer les dépenses de fonctionnement. Il faut remonter les recettes de fonctionnement. Et je pense que... En tout cas, c'est ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes. Par les impôts ? Non, il n'y a pas que les impôts dans les recettes de fonctionnement. Et vous allez faire quoi au niveau des impôts ? Il y a assez peu de marge de manœuvre sur les impôts. Qu'est-ce que vous proposez au niveau des impôts ? Je voudrais vous rappeler que la taxe d'habitation est en train de disparaître. Donc oui, il ne va rester plus que la taxe foncière. On peut continuer à augmenter les impôts. Et les recettes de fonctionnement de la ville peuvent être dynamiques sans augmenter les taux d'imposition. D'abord, les bases bougent. Oulin est une ville très dynamique aussi sur les droits de mutation, vous le savez très bien, qui est aujourd'hui la recette principale des collectivités locales. Donc l'enjeu, je ne dis pas que je n'augmenterai pas les impôts, parce que moi je veux être franc. Vous les avez augmentés en 2014, et comme le dit la Chambre régionale des comptes, ça n'a absolument rien fait depuis. Ça n'a pas amélioré les finances de la ville. C'est ce que dit le rapport de la Chambre régionale des comptes texto. Moi, je ne dis pas que je les augmenterai pas. Je veux tout faire pour ne pas les augmenter parce que je pense qu'il y a des recettes à chercher ailleurs. Il y a aussi une diminution de dépenses que vous n'avez absolument pas engagée. Et donc, c'est pas ce que dit la Chambre régionale des comptes. Oui, mais la Chambre régionale des comptes, Monsieur Collas, si je peux juste vous interrompre, c'est un rapport qui s'arrête en 2016. Oui. Mais elle l'a rendu en 2018. Oui, mais c'est sur les finances jusqu'en 2016. Oui. Depuis 2016, même avant, avec mon prédécesseur, nous avions réduit petit à petit les dépenses de la ville. On a fait de gros efforts. Alors, je peux vous si parler vous du lisiez site, mieux les conseils, du site du ministère de l'économie, qui lui est à jour, et qui dit qu'effectivement, il y a eu une petite réduction entre 2016 et 2018, et là que ça remonte. Donc, c'est ce que dit le site. Pas donc, du voilà. tout. Oui, mais enfin, cela dit, il y a des choses à faire. Et elles n'ont pas encore été assez faiaites. Ça, c'est une certitude. En tout cas, moi, je m'engage à ne pas augmenter les impôts pendant 6 ans. Ne voyez pas dans mon intervention une volonté de vous censurer sur ce débat, mais je voudrais qu'on passe à un autre thème, s'il vous plaît. Je le disais tout à l'heure, l'arrivée du métro a modifié malgré tout la sociologie de la ville, lui a donné un certain dynamisme. Et parallèlement, il y a eu un problème qui a aussi émergé, en tout cas, je ne sais pas s'il est lié directement au métro, c'est la question de la circulation. C'est une question qui vous préoccupe tous les deux, parce qu'on estime, je crois, chaque jour que passe à peu près 800 bus, c'est ça, par jour. Dans la grande ville. Madame, monsieur, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour remettre, on va dire, une circulation plus saine, peut-être mettre en sécurité également les piétons et refaire de cette ville peut-être une ville où on utilise moins des véhicules ? Clotilde Pouzergue. Alors effectivement, je pense qu'il faut quand même rappeler que le métro à Oulin en 2013 est une vraie chance de développement. C'est ce qui fait aujourd'hui que la ville est si attractive. Les gens qui viennent s'installer à Oulin, dans leur majeure partie, c'est effectivement parce qu'il y a le métro. C'est vrai que ça a créé un certain nombre de nuisances. La grande rue, malgré tout, a toujours été un axe. C'était une ancienne départementale, notre grande rue. Ça a toujours été un axe qui était quand même relativement encombré. Aujourd'hui, on a moins de voitures qu'en 2013. En revanche, effectivement, on a 800 bus. Et du coup, on a 800 bus par jour, effectivement, qui viennent. Voilà. Donc, ce qui va se passer en 2023, quand le métro sera prolongé jusqu'aux hôpitaux Lyon Sud, avec là aussi une vraie chance pour Oulin, une deuxième station en centre-ville. On aura déjà moins de bus, puisqu'un certain nombre d'entre eux s'arrêteront à Saint-Genis. Donc,
évidemment, on va retrouver une respiration. On aura sans doute également moins de véhicules, puisqu'il y aura une nouvelle voirie sur Saint-Genis-Laval. Et nous travaillons actuellement sur un plan de déplacement au centre-ville pour sécuriser tous les piétons qui vont aller prendre le métro à la station centre, puisqu'on nous annonce entre 10 et 15 000 piétons au jour qui viendront prendre le métro à cet endroit-là. Et puis les modes doux, effectivement, qu'il faut qu'on sécurise pour pouvoir accéder à la fois à la station, mais pour rejoindre Lyon plus facilement. Jean-Charles Colas. Alors vous savez que les mobilités, c'est un petit peu ma spécialité. Je trouve dommage de dire qu'il y a 800 bus et que c'est ça qui crée la saturation dans Oullins. Il y a des dizaines de milliers de véhicules individuels d'abord, et c'est là qu'est le problème essentiel. Je pense que l'arrivée du métro, qui est une bonne chose, n'a pas du tout été anticipée. Et aujourd'hui, ce que vivent les gens à Oullins, c'est des milliers de véhicules qui viennent pour faire de la dépose minute à la station de métro ou pour stationner à la journée, ce qu'on appelle des voitures ventouses, dans tous les quartiers d'Oullins. Moi qui circule dans Oullins pour mon métier, pour aller soigner mes patients depuis 30 ans bientôt, dans tous les quartiers, je peux vous dire qu'aujourd'hui, les professions libérales, les artisans, les commerçants, on ne peut plus stationner pour aller soigner des gens ou pour aller les aider. Donc il y a un vrai enjeu, il y a un enjeu de réglementation du stationnement. Il faut redonner l'espace public aux Oulinois et aux usagers des commerces d'Oullins. Je ne veux pas interdire aux gens des autres communes de venir, mais il faut qu'ils viennent pour aller dans nos commerces. Si c'est pour venir prendre le métro, puisqu'il y a 800 bus, et j'espère que demain il y en aura plus, parce que c'est ça l'enjeu. Si on veut diminuer les embouteillages, il faut augmenter les bus et diminuer les voitures. Et ben, il faut qu'ils viennent en bus et qu'il y ait suffisamment de bus pour les amener à la station de métro. Je ne crois pas, et personne ne peut le prouver. On a même prouvé le contraire, que l'ouverture de la station à Hôpitaux Sud va diminuer le flux sur Oullins. Au contraire, quand on a ouvert à Oullins, ça n'a pas diminué le nombre de voyageurs à Gerland. Ça va juste chercher des gens plus loin. Le temps de parcours n'a pas changé depuis 60 ans en France. Et donc, il y a un vrai enjeu à ce que la ville réglemente son stationnement et réglemente sa circulation. On a refait la Grande Rue il y a quelques années. Et en fait, on n'a rien changé de ce côté-là. Et les Oulinois l'ont vraiment regretté. Je m'inscris en faux, puisque le stationnement a été complètement revu depuis janvier l'année dernière, avec notamment des possibilités pour les résidents et pour les commerçants de stationner plus facilement. On a augmenté le nombre de places sur le parking qui est derrière la mairie. On a créé 140 places sur un parking au Lagne à côté du métro. Donc je ne peux pas vous laisser dire que les choses n'ont pas été améliorées largement, et on l'a réglementé. Alors moi, je veux vous... Réglementer, c'est diminuer le stationnement. Parce que plus on fait le stationnement, plus on a de voitures qui viennent à Oullins pour stationner. C'est là qu'on n'est pas d'accord, monsieur. Ben oui, mais c'est ça la réalité. Parce que pour le commerce, de tous les universitaires pour le commerce, sur la mobilité. Peut-être que les universitaires raisonnent comme ça. Parlez-en avec les commerçants. Les commerçants, ils souhaitent que les places de stationnement soient pour leurs clients, pas pour les gens qui passent la journée. Mais justement, quand on réglemente le stationnement et qu'on limite, non, mais il n'est pas réglementé, choses. il est payant d'abord, et juste dans la Grande Rue et les rues adjacentes, et il est saturé dans tous les quartiers autour. Il y a jusqu'à 2 km. Aujourd'hui, il y a à peu près 1000 places payantes sur le centre-ville, ce qui est quand même considérable. Mais ce n'est pas l'enjeu d'être payant. Réglementer, c'est bien plus intéressant. Et alors, qu'est-ce que vous appelez réglementer? Faire des zones bleues? Par exemple, oui. Ouais. Mais partout dans les quartiers. Et puis des zones réservées pour les habitants. Et justement, une zone bleue, c'est pour les usagers des commerces. On a le droit à 1h30, on a le temps d'aller dans les commerces. Quand on vient à 7h du matin, qu'on repart à 18h, eh ben on empêche des clients des commerces. Parlez-en aux commerçants, je pense qu'ils n'ont pas le même point de vue. Et sur la zone bleue, effectivement, nous allons développer une zone bleue sur la Solais dès le mois de septembre. On est en train de préparer une délibération pour ça. Mon Dieu, parfois, vous savez, il y a des moments un peu miraculeux dans les débats où les transitions sont apportées par les candidats. Je voudrais justement parler du quartier de la Solais. C'est le gros projet urbain de la ville des prochaines années. La Solais, c'est plutôt, on va dire, un quartier populaire. 40 hectares, en tout cas, sur ce projet à l'est de la commune, le long du Rhône. Un projet de logement, de zone d'activité. Il y a aussi crèche, école, voilà. Est-ce que c'est un enjeu entre vous, Jean-Charles Colas? Je ne sais pas si c'est un enjeu entre nous. Alors un enjeu, un point de clivage. Vous voyez là, j'avoue. En tout cas, je vais quand même en parler. C'est vraiment un énorme projet. Le projet tel qu'il est pensé aujourd'hui par la métropole et la ville d'Oullins ne nous convient pas. Aujourd'hui, on a le sentiment, dans la concertation qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant, alors les choses ont peut-être pu évoluer, qu'on était là pour boucher des dents creuses et faire des surfaces de plancher pour des promoteurs. Et notamment beaucoup de bureaux et de locaux d'activité. D'abord, ce quartier, moi je le connais très bien puisque j'y ai mon cabinet depuis bientôt 30 ans. Je soigne cette population au quotidien. C'est un quartier qui a une double frontière. Une frontière psychologique, c'est le quartier populaire, c'est le quartier de l'immigration depuis plus d'1 siècle.
avec toutes les vagues d'immigration qui sont venues en France. Et puis, il y a une frontière physique qui est la voie ferrée qui coupe le quartier du reste de la ville. Donc, il y a un enjeu à désenclaver ce quartier. Il y a un enjeu à y faire venir les habitants. Il y a 70 ans, ce quartier, c'était la plage d'Oulin. Moi, j'ai des patients qui se baignaient dans le Rhône en sautant de la Mulatière et qui descendaient. Parce qu'il n'y avait pas l'autoroute. Voilà. Non, dans le fleuve lui-même, en sautant du pont de la Mulatière et en se faisant porter par le courant. Il y a un enjeu avec le déclassement de la 7 bientôt, la transformation boulevard Burin, à retrouver le fleuve. Et puis, il y a un enjeu à y mettre des équipements publics. L'objectif, c'est qu'on parlait de mixité entre guillemets des populations, et Dieu sait s'il y a des clivages dans les populations à Oulin, entre ces classes populaires et puis la gentrification qu'on voit depuis l'arrivée du métro, c'est de les faire vivre ensemble. Pour les faire vivre ensemble, il faut qu'il y ait des équipements qui soient partagés. Oui, alors effectivement, c'est un sujet sur lequel on travaille maintenant de trop nombreuses années. Parce qu'il a pris du retard, c'est ça ? Parce qu'il a pris du retard pour différentes raisons. Bon, maintenant, il faut regarder l'avenir. Il y a plus de 30 ans qu'il y avait déjà des projets. Effectivement, oui, tout à fait. C'est vrai que la SNCF est partie dans les années 2000. Maintenant, c'est une friche. Donc, excusez-moi, je vous coupe, mais sur la remarque que fait Jean-Charles Collas, puisque du coup, je viens découvrir quasiment que c'est un clivage entre vous sur la manière dont le projet a été monté. Tel qu'il est monté, vous le soutenez complètement ? Oui, alors je pense qu'effectivement, il y aura sans doute des choses à faire évoluer. Ce qui est très positif, c'est que l'aménageur a été choisi en début d'année, que malgré cette période de crise épidémique, les équipes ont continué à travailler, puisque là, on a validé un cahier des charges pour choisir un urbaniste paysagiste qui va être chargé de la cohérence du projet. Quand on parle des 40 hectares, c'est à la fois les friches, à peu près 20 hectares, et puis l'ancien quartier, puisqu'il n'était pas question dans ce projet de ne travailler que sur ces friches, sans s'intéresser à ce qui va se passer effectivement dans ce quartier qui mérite vraiment de grosses réhabilitations, de redynamiser un certain nombre de points de vue. Et puis dans le projet qui est aussi présenté à la métropole, que nous soutenons à la métropole, puisqu'on est candidat à la fois à la municipale et métropolitaine, on défend aussi un grand projet de grand parc, puisque côté Mulatière, qui est complètement de l'autre côté de l'Iseron, il va y avoir aussi le départ des ateliers de la SNCF, parce qu'ils vont partir sur Vénissieux, ils sont en train de déménager. Et là, on peut imaginer aussi un espace vert gigantesque. J'ai du mal à comprendre comment on fait des logements, des bureaux et de l'espace vert. Mais je suis désolé, l'heure de la conclusion a sonné. Ouais, et oui, déjà, vous allez encore m'en vouloir, ça passe très vite. Comme à chaque fois, nos invités disposent de 40 secondes pour conclure, les yeux dans les yeux, avec vous. Et on va commencer par vous, Clotilde Pouzergue. Vous avez 40 secondes. Chers Oulinois, 40 secondes pour vous dire que j'aime profondément Oulin et que je souhaite que notre ville continue à se développer tout en gardant sa personnalité telle que nous l'aimons et telle que nous sommes très attachés. Parce que je ne fais jamais de fausses promesses. Le projet que je vous propose pour Oulin est un projet réaliste, finançable et qui se préoccupe de toutes les générations. Vous le savez, je suis entourée d'une équipe qui vous ressemble, à la fois expérimentée et renouvelée, et surtout proche de vous, comme je le suis depuis de nombreuses années. Cette proximité, c'est notre ADN. Alors je compte sur vous, comme vous savez pouvoir compter sur moi. Dimanche prochain, votez 100% Oulin. Merci Madame Pouzergue. Jean-Charles Collas, c'est à vous. Merci. L'alliance de Madame Pouzergue et de Monsieur Buffet avec Gérard Collomb ne cesse de dire que nous ne serions pas des gens sérieux. Madame Pouzergue et Monsieur Buffet, on en a parlé, ont fait perdre 9 millions d'euros à la ville dans des emprunts toxiques qu'ils avaient contractés. La dette publique par habitant a plus que doublé depuis 2012. Nous pensons que cela n'est vraiment pas très sérieux. Alors si vous pensez qu'il faut poursuivre la même politique menée depuis 20 ans, je ne vous convaincrai pas. En revanche, si vous pensez qu'être sérieux aujourd'hui, c'est lutter contre le réchauffement climatique et la pollution, c'est lutter contre les inégalités, c'est vouloir rendre la ville à ses habitants et à ses commerçants, c'est vouloir impliquer les habitants plutôt que de récupérer leurs actions. Si vous pensez qu'être sérieux, c'est redresser les comptes de la commune, votez le temps d'agir pour une ville humaine. Merci. Merci à vous deux. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de campagne. Prochain rendez-vous politique, et bien demain, 11h53, dans Entre-deux, je recevrai Yann Cuchera. Et puis, the grand rendez-vous de cette campagne à ne pas rater à 18h, c'est le débat de l'entre-deux tours des municipales à Lyon. Il sera présenté par Paul Satis, ici même, les trois finalistes, Grégory Doucet, Yann Cuchera et Georges Képénékian, pour ce qui sera leur toute dernière confrontation avant le second tour. Ça promet. Sur ce, je vous laisse avec les éditions locales dans la Loire et sur la métropole de Lyon. Très bonne soirée à tous.